Le jour où, au fort Montluc à Lyon, après l'avoir fait torturer, l'agent de la Gestapo lui tend de quoi écrire puisqu'il ne peut plus parler, Jean Moulin dessine la caricature de son bourreau. J'ai devant moi 4 Français, 4 Waffen-SS qui vont partir tout à l'heure. Eh bien, quelles sont vos dernières impressions? Les impressions sont très bonnes. Je suis content d'aller dans les SS et j'espère combattre pour la France. Bravo, et vous? Depuis 20 ans, je pense à l'Europe. J'ai pensé à l'Europe dans les rangs des INP et actuellement, je pense même donner mon sang pour l'Europe. C'est magnifique, vous êtes tous pleins d'un enthousiasme. J'en vois qui se penchent par la fenêtre. Il y en a un qui fait partie d'ailleurs des milices françaises. Je vais essayer de m'approcher et de leur faire dire quelques mots. Ancien collaborateur de la France au travail. Le Tellier dit bonjour à tous les amis du journalisme français. Je crie mort aux Juifs. Milice française, je vous le montrer que l'Europe vaincra. Tous les jeunes SS sont absolument couverts de fleurs. J'en vois qui sont penchés à la portière, qui disent au revoir à des amis sur le quai. Dans quelques minutes, le train va partir. En 1899, la France faisait partie des très grandes puissances du monde, avec l'Angleterre. Elle s'était partagé le monde. Les Anglais avaient à peu près un quart des terres émergées. Les Français s'étaient partagé quasiment le reste de l'Afrique, une partie en Asie, et ça représentait une très grande puissance. À l'époque, la jeune République française était vraiment au fait de sa puissance. En fait, c'est vraiment une opposition, je dirais, politique, même philosophique qu'il y avait, puisque, en fait, en gros, la France, pour beaucoup de contemporains, la France était de gauche, et ça, c'était le symbole de la faiblesse de la France.
le principal des collaborateurs était quand même marqué à droite, faut pas non plus se leurrer. Ils se sont établis sur ce terreau d'extrême droite, symbolisé par l'affaire Dreyfus en France qui avait déchiré les consciences. Voilà, il y a toujours une opposition fondamentale dans la collaboration contre les communistes, contre les juifs. Et pour beaucoup de gens à droite, suite à la Première Guerre mondiale, l'impression que la guerre leur a été volée par les communistes, par les politicards, et donc il y a une espèce d'opposition de ceux qui étaient un peu considérés comme des planqués, alors que les autres, plutôt à droite dans les ligues, se revendiquaient de la droite, des tranchées de la guerre, etc. Alors à l'époque, radical socialiste, ça n'a rien à voir avec ce qui était maintenant. On peut dire qu'un radical socialiste, c'était des gens qui avaient des idées plutôt progressistes, qui étaient pour faire évoluer la société, contrairement aux communistes qui voulaient la révolutionner. Les radicaux socialistes, c'était des gens qui étaient très campés, la République, la laïcité, l'égalité, vraiment le côté très très républicain. Le gouvernement de Front Populaire est constitué. Son programme est le programme du Front Populaire. Il est donc résolu à agir avec décision et rapidité pour les travailleurs de la terre comme pour les travailleurs des usines. Oui, 1936, c'est le fameux Front Populaire qui est une réponse en fait, qui est une réponse politique. Là, la gauche, avec les idées de gauche progressistes, prend le pas politiquement sur la droite qui dominait depuis la fin de la Première Guerre mondiale en 1920. Donc là, des communistes, des socialistes et des radicaux se mettent ensemble pour un gouvernement avec des idées de gauche, semaine de 48 heures, 2 semaines de congés payés, beaucoup de social. Donc voilà, 36, c'est une grande date pour la France, une grande date pour les luttes sociales en France.
puisque refusant une république et le communisme sous-jacent en Espagne, le général Franco fait un putsch à partir du Maroc et finit par vaincre les républicains et à imposer son régime. Cette guerre d'Espagne était un prélude à la Seconde Guerre mondiale, puisque Franco était soutenu par Mussolini, l'Italie, et par Adolf Hitler, l'Allemagne, qui en ont profité pour affiner leur œuvre de guerre. L'exemple du tableau de Picasso, Guernica, en est le plus élémentaire symbole. La France a été très marquée parce que, entre autres, elle a accueilli sur son sol beaucoup de réfugiés républicains espagnols qui fuyaient les combats. Alors, le rôle d'un préfet en France est très simple, c'est le représentant de l'État dans un département, dans une circonscription territoriale. Et le fait qu'il soit jeune préfet montre à quel point il était bien vu et commençait une carrière très prometteuse dans la haute fonction publique française. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le général de Gaulle. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Oui, nous avons subi une grande défaite, un système militaire mauvais, les fautes commises dans la conduite des opérations, l'esprit d'abandon du gouvernement pendant ces derniers combats nous ont fait perdre la bataille de France. Cette débâcle de 1939 était prévisible, oui et non. Disons que la devise de la France à l'époque au niveau des militaires, c'était « nous allons gagner puisque nous sommes les meilleurs ». Les Français considéraient qu'ils avaient gagné la guerre de 14-18, ce qui était vrai, ils l'avaient gagné, mais ça leur avait coûté très très cher. Et ce n'est que grâce aux Américains à l'époque et aux Anglais qu'ils ont réussi à vaincre les Allemands. Or, l'armée française ne s'était pas préparée à une revanche, contrairement aux Allemands qui préparaient ça depuis qu'Hitler était arrivé au pouvoir en 1933. Donc la France était restée sur une ancienne politique stratégique, alors que des généraux comme De Gaulle avaient vu poindre l'efficacité qui s'annonçait des tanks qui avaient été créés dès 1917 par les Français et les Anglais. Hitler est passé par la Belgique comme en 1914, comme les Allemands en 1914, mais les Français étant persuadés qu'on n'allait jamais toucher à la neutralité. Je dirais que les Français étaient trop légalistes. Ils avaient trop confiance dans les traités signés, alors que pour Hitler, les traités n'avaient aucun intérêt. Il suivait sa politique qui était déjà expliquée dans son ouvrage de référence Mein Kampf, Mon combat, où il expliquait ses buts, et les Français n'y ont pas fait attention. Les Français ne voulaient pas d'une guerre, ne voulaient pas d'une nouvelle guerre. Les Français, je dirais presque, avec la crise qui, depuis 1929, se débattait dans des conflits sociaux, et c'était surtout ce côté économique qu'on voulait régler, et pas du tout le côté militaire qu'on pensait être définitivement réglé par la guerre de 14-18, qu'on appelait la der des der, la dernière des dernières. Hitler voulait se venger de 1914. Et c'est le pays entier qui avait été mis en ordre de marche militaire pour cette revanche. Il faut savoir aussi, et c'est là où les Français ont très peu de mémoire, que depuis la défaite française face aux Allemands en 1870, les Français ont préparé eux aussi la revanche contre les Allemands, revanche qui a eu lieu lors de la guerre de 1914. Il faut savoir aussi, chose très importante, que la France, en 1940, avait été divisée en deux zones. Une zone occupée qui occupait à peu près le nord et toutes les côtes françaises, toutes les côtes sur l'Atlantique et la Manche, qui était une zone allemande, et une France dite libre, donc sous l'autorité de Vichy, dont la plus grande ville était Lyon.
Pour la majorité des gens, le quotidien, du fait des rationnements dus aux prélèvements allemands sur les productions françaises, rendait la vie très difficile. Donc, la principale priorité des Français à cette époque était de survivre. Trouver de la nourriture, assurer la survie des enfants, des proches, et donc, quelque part, se soumettre à la botte nazie. Certains, plus courageux, ont préféré résister. D'autres, dont les sensibilités politiques ou philosophiques correspondaient aux Allemands, se sont engagés à côté des Allemands dans ce qu'on appelait la collaboration. Les tirailleurs sénégalais étaient des forces que la France a tirées pendant la Première Guerre mondiale, donc des Sénégalais, donc des gens de ce qu'on appelle l'Afrique occidentale française, donc l'actuel Sénégal et les pays environnants qui parlent français de nos jours, et qui avaient été envoyés en métropole pour soutenir l'effort de guerre de 14-18. Pour Jean Moulin, il savait bien que les massacres avaient été causés par les Allemands, mais les Allemands, eux, voulaient que ce soit les Sénégalais qui soient accusés pour des raisons de propagande. Ils considéraient que les Noirs étaient des races inférieures, les assimilaient à des animaux. Donc qu'un représentant de l'État français accepte de considérer les propres soldats comme étant des animaux et étant des massacreurs favorisait la diffusion de leurs idées. Or, Jean Moulin était un humaniste, il était convaincu que les soldats étaient, comme tous les soldats, parfois faisant des bavures, mais relativement obéissants à leurs dirigeants. Donc, il a refusé de signer cette condamnation des soldats sénégalais, considérant que ce n'était que de la propagande et une façon d'abaisser encore l'armée française dans ses composantes coloniales. Nous avons eu tort en 1939 de faire la guerre. Nous avons eu tort en 1918, au lendemain de la victoire, de ne pas organiser une paix d'entente avec l'Allemagne. Aujourd'hui, nous devons essayer de le faire. Nous devons épuiser tous les moyens pour trouver la base d'une réconciliation définitive. Je ne me résous pas, pour ma part, à voir tous les 25 ou 30 ans la jeunesse de nos pays fauchée sur les champs de bataille. Pour qui et pourquoi? Qu'avons-nous fait de notre victoire de 1918? Ma présence au gouvernement a une signification qui n'échappe à personne, ni en France, ni à l'étranger. J'ai la volonté de rétablir avec l'Allemagne et avec l'Italie des relations normales et confiantes. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Ainsi donc, comme je vous le disais le 20 avril dernier, nous voici placés devant cette alternative, ou bien nous intégrer notre honneur et nos intérêts vitaux étant respectés dans une Europe nouvelle et pacifiée, ou bien nous résigner à voir disparaître notre civilisation. Je veux être toujours vrai. Je ne peux rien faire pour vous sans vous. Nul ne saurait sauver une nation inerte ou rétive. Seule l'adhésion du pays peut faire d'une politique sensée une politique féconde. Je sais l'effort que certains d'entre vous doivent faire pour admettre cette politique. L'éducation que nous avons généralement reçue dans le passé ne nous préparait guère à cette entente indispensable. J'ai toujours trop aimé mon pays pour me soucier d'être populaire. J'ai à remplir mon rôle de chef. Quand je vous dis que cette politique est la seule qui puisse assurer le salut de la France,
et garantir son développement dans la paix future, vous devez me croire et me suivre. Ce sont toutes les forces réactionnaires de la droite et surtout de l'extrême droite qui ont vu dans l'arrivée des Allemands une sécurité pour eux, un affaiblissement du camp opposé qui était le camp de la gauche, surtout des communistes, des socialistes, dont les idées étaient contre les leurs. Quand on se rappelle que le maréchal Pétain est né en 1859, que c'est donc déjà un vieux monsieur, qu'il allait partir à la retraite de général quand la guerre de 14 a éclaté et étant le seul des maréchaux ensuite à avoir vécu, puisqu'en fait Foch et Joffre meurent dans les années 20. Donc en fait il a cumulé, il était le père de la victoire. Donc pour certains, ce vieux monsieur qui ne comprenait rien à la modernité souhaitait en gros que la France reste dans l'état que lui il l'avait connu dans les années 1860 quoi. Une France très rurale, une France du respect, où l'Église est forte, où il n'y a pas de syndicats, où il n'y a pas d'ouvriers, quoi. Sa grande parole était « la terre ne ment pas ». L'impression que la ville, la modernité était une corruption et qu'il fallait revenir à un âge d'or rêvé et idéalisé. Les Anglais ont eu toujours une politique de s'opposer à celui qui dominait l'Europe. Donc là, c'était les Allemands. Donc les Anglais ont accueilli les Français. Mais les Anglais ont trouvé que les Français, se voulant autonomes, indépendants, les ont souvent gênés. Enfin, on sait que les rapports entre Churchill et De Gaulle n'étaient pas cordiaux, ne l'ont jamais été, puisque, en fait, De Gaulle considérait qu'il était la France, et que la France, sous la botte nazie, n'était plus la France. Donc, il y avait une volonté, mais qui était d'un tout petit groupe. Il faut savoir que, pour le reste du monde, De Gaulle était un déserteur, voire même un traître. Il était quand même condamné à mort par Pétain pour désertion. Donc, cette flamme de la résistance était quand même, au départ, un tout petit groupe d'illuminés auxquels les Anglais avaient donné accueil dans leur tradition habituelle, mais qui restait très faible et surtout dont les Anglais ne savaient pas trop ce qu'il avait à devenir. Donc les Français se sont trouvés très seuls à s'organiser, à profiter des largesses des Anglais qui soutenaient tout effort qui visait à combattre les nazis en Europe continentale.
En France, à cette époque-là, très peu avaient entendu De Gaulle. D'autres, par conviction personnelle, s'étaient regroupés dans des actions d'opposition. C'était de la résistance de réseau, du renseignement. Pour d'autres, c'était du sabotage. Certains avaient pris ce qu'on appelle le maquis, donc c'était organisé en petites troupes secrètes qui combattaient les Allemands. Mais c'était des groupes très différents, organisés autour de chefs qui avaient en commun cette opposition aux Allemands, mais qui avaient des opinions très diverses. Et il était important pour De Gaulle de pouvoir avoir des relais en France et que cette résistance s'organise dans une forme de maillage. Donc, qui mieux qu'un préfet ou un ancien préfet, puisqu'il ne l'était plus, pouvait avoir ces capacités d'organisation de groupe, de fixer des objectifs communs et des procédures communes. Le principe de De Gaulle a toujours été d'accueillir dans son mouvement tous ceux qui résistaient, peu importe leurs opinions politiques ou philosophiques. Tout le monde sait que le général De Gaulle avait un père qui était d'une tradition d'extrême droite monarchiste, donc avec une grande opinion de la France, mais ça n'empêchait pas les républicain comme Jean Moulin de trouver leur place. Et sans compter que pour De Gaulle, Jean Moulin étant préfet, c'était un organisateur, un administrateur, quelqu'un qui pouvait apporter une logistique plus qu'un simple combattant. Mais que se passe-t-il? Monsieur, un attentat. Il vient y avoir un attentat, un homme avec un revolver vient de tirer sur Laval. Doucement. On vient de tirer sur Laval, enregistré. Et dans les gens de Laval, personne ne sort, personne ne part. Ceux qui sont au fond, sortez. C'est passé une chose terrible. Un homme se trouvait à l'angle du portail, dehors, là, et a attendu le moment précis où le cortège officiel sortait et a tiré un coup de revolver, 5 coups de revolver, vous les avez sans doute entendus, dans le dos absolument de M. Laval et de M. Déat qui venaient de franchir le seuil. J'ai vu M. Laval avancer encore de 2 ou 3 mètres, se porter la main à sa poitrine, entrouvrir son veston et dire « Je suis touché, je suis touché ». Et au même moment, Déat tombait entre les mains d'ailleurs des légionnaires qui le soutenaient. On les emmène en ce moment à toute vitesse vers leur voiture. L'homme qui vient de tirer les 5 coups de feu vient d'essayer de retourner l'arme contre son front, mais un légionnaire a lancé un coup de poing violent sur l'avant-bras de l'homme, qui est un grand type roux qui s'était caché parmi les légionnaires, un grand rouquin que nous avions vu plusieurs fois tout à l'heure dans la cour de la caserne. Il est entouré par la foule, nous hurlons, on hurle autour de nous, c'est épouvantable. Je suis serré avec mon micro, pris dans la foule. On se demande s'il n'y a pas d'autres assassins qui se trouveraient cachés. Les 5 coups de feu ont retenti avec une violence terrible sous la voûte, vous les avez entendus d'ailleurs. En ce moment, la foule crie à mort, on cherche l'assassin, on essaye de refermer les portes de la caserne sur la foule, les agents de police se précipitent. Il y avait des opinions de gauche, il y avait des opinions de droite, et puis des querelles de personnes. Chaque chef
Étant maître chez lui, il ne comprenait pas pourquoi il devait faire hommage à De Gaulle, pourquoi De Gaulle s'était-il autoproclamé quelque part pour eux chef d'une résistance, alors que bon, quelque part, certains pouvaient dire, De Gaulle, lui, il est à Londres, il est tranquille, tandis que nous, on est en France, on a les problèmes en France, on risque notre vie en France, pourquoi suivre quelqu'un qui est à l'extérieur ? Il faut se rendre compte que pour beaucoup de communistes français, la société idéale est la société soviétique stalinienne. Et le Cominform, donc le service, je dirais, de la propagande communiste, était très fort en Europe et surtout en Allemagne, mais aussi en France. Et les récents succès politiques de l'immédiate avant-guerre, donc on disait 1936, le Front populaire, avait renforcé encore ce lien entre Moscou et les Français. Donc les communistes français ont vraiment suivi à la lettre les prescriptions de Moscou, c'est-à-dire une neutralité à l'époque de l'accord de paix entre Hitler et Staline. Puis ensuite, quand est déclarée l'opération Barbarossa, donc où Hitler attaque Staline en 1942, là, les communistes qui pour certains trouvaient cette alliance entre ce qu'on appellerait actuellement l'extrême droite et l'extrême gauche complètement contre nature, se sont trouvés renforcés dans leur opposition fondamentale aux nazis et à leur doctrine jugée très réactionnaire pour ces modernistes communistes. C'était toujours de cette volonté d'unifier, de créer donc un conseil de la résistance, qui était une façon de dire qu'en fait, sur place en France, il n'y aurait pas un homme qui décide, mais que les différentes tendances et sensibilités de la résistance française seraient réunies dans ce Conseil national de la résistance. Et ce qui est très important pour les Français, c'est que ce Conseil national de la résistance a édité un programme politique pour l'après-guerre qui a servi de base ensuite à la société française. Une des principales idées, c'était tout ce qui était lié autour de la sécurité sociale. C'est-à-dire en fait des assurances sociales pour aider les familles, pour aider les personnes au chômage, pour aider les personnes malades. Il y avait aussi une volonté économique d'une plus grande intervention des représentants des ouvriers, enfin des employés, dans les structures des entreprises. C'était vraiment des gens qui se positionnaient sur l'avenir de la société.
beaucoup plus en fait qu'une décision politique, c'était vraiment une réflexion sur un avenir commun et ce que l'avenir pouvait apporter. Comment améliorer la vie de chacun tous les jours. Je me trouve à nouveau dans la librairie de l'Institut d'études des questions juives, où je trouve Monsieur Laville, qui, à l'Institut, est un spécialiste des questions raciales. Et puisque l'étoile, le port de l'étoile jaune est à l'ordre du jour, je suis venu demander à Monsieur Laville en quoi cette mesure se justifie. Monsieur, les Juifs, évidemment, se lamentent, et ce qui est plus grave, beaucoup de Français ariens se lamentent pour le compte des Juifs et ont pitié d'eux et de la mesure nouvelle qu'on prend. Est-ce qu'il s'agit d'une mesure vexatoire ou au contraire d'une mesure qui paraissait s'imposer? Oh, mais il ne s'agit pas le moins du monde d'une mesure vexatoire ou délibérément vexatoire. C'est une simple mesure de défense des Français contre des étrangers à leur race qui ont envahi silencieusement notre sol, mais d'une façon fort tenace, et ils sont venus surtout pour profiter, et très peu pour travailler réellement. Beaucoup ont vu partir, beaucoup ont vu les rafles, ont vu partir les juifs, les communistes, les homosexuels, vers des camps, enfin, on les ont vus partir pour l'Allemagne. Après, savoir ce qui s'y passait réellement, concrètement, ça, il sera toujours très difficile de savoir ce qu'il en est. Et j'ai peur que pour beaucoup d'entre eux, la principale préoccupation était une préoccupation de vaincre les Allemands, de gagner la guerre, et pas forcément une dimension humaine. Le problème numéro 1 était surtout de gagner la guerre. Je pense que la résistance était diverse et qu'il est probable que parmi les résistants, il y avait des antisémites. Donc des gens pour qui cette politique anti-juive n'était pas forcément critique. Pour eux, cette politique anti-juive, fruit des travaux et surtout des très nombreux débats qu'il y avait eu lors de l'affaire Dreyfus en France, avait donc vraiment séparé les idées. Il y avait en France beaucoup d'antisémites qui considéraient que les Juifs avaient trop de pouvoir. Ils n'étaient pas forcément pour les éliminer. C'était pas une volonté de les éliminer. Donc certains
trouvaient peut-être que les Juifs avaient trop de pouvoir, mais les classer comme des sous-hommes, comme le voulait la doctrine nazie, était peut-être trop extrémiste pour eux. Pour d'autres, l'antisémitisme d'État de Vichy était aussi intolérable que sa politique collaborationniste avec les Allemands. Une réunion de chefs de la résistance. Les Allemands entourent le lieu de la réunion et capturent les conspirateurs pour eux. Bon, alors après, la question est de savoir est-ce qu'ils ont été dénoncés? Est-ce que les services allemands de la Gestapo ont laissé filer un résistant pour voir où est-ce qu'il les menait? Ça, on ne le saura jamais, puisque je ne sais pas s'il existe des archives de la Gestapo et si elles ont été conservées. Donc on ne sait pas du tout, du côté allemand, comment cela a été préparé. Cela a été peut-être une simple opération contre la résistance, comme il y en a eu des milliers. Bon, il se trouve qu'ils sont tombés sur des personnes importantes du réseau secret, mais fallait-il encore savoir à qui ils avaient affaire. L'avenir nous dira peut-être un jour quelle fut la réalité, mais le secrétaire de Jean Moulin est intervenu, a fait des recherches sur des documents officiels. Bon, après, voilà, il y a des hommes, il y a des rivalités, certains utilisant des moyens un peu honnêtes, trahissant même parfois leur cause pour atteindre leur propre but. Il faut toujours se rappeler que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Il reste de l'héritage de Jean Moulin, c'est ce que j'ai tendance à croire, cette image du patriote, de celui qui s'investit totalement pour son pays, au-delà presque de ses idées propres. Donc c'est un exemple pour ceux qui le connaissent, parce que de nos jours on parle de moins en moins de Jean Moulin, puisque la résistance, la guerre sont des choses qui sont très lointaines pour nos contemporains. 60 ans de paix ont fait oublier à beaucoup les questionnements, les sacrifices de la guerre. Pour beaucoup, c'était une autre époque, c'était d'autres gens qui ne pourraient plus se reproduire de nos jours. Donc pour eux, et pour la majorité des Français, c'est un avant. Car Jean Moulin était donc né en 1899, donc ceux de sa génération sont tous disparus, et la génération de ceux qui auraient pu être les enfants de Jean Moulin ont eux aussi disparu, ou ils sont tous très très âgés, donc il ne reste plus qu'une mémoire, et cette mémoire s'étiole au fur et à mesure que les anciens combattants rejoignent leurs camarades dans l'au-delà.